Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, nous recevons M. Modibo Sidibé, ancien Premier ministre du Mali, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare en Kaouli. Avec lui, notre entretien va porter sur la vie du parti phare, le dialogue national, les conflits armés et l'insécurité, et enfin l'accord politique. Monsieur Sidibé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Sidibé, vous avez un brevet de parachutiste, vous êtes détenteur d'un brevet d'armes, maîtrise en droit public, DA en sciences pénales et criminologie, doctorat en sciences pénales et criminologie, certificat de droit des conflits armés. Vous avez été successivement directeur de cabinet d'ATT sous la transition, ministre de la Santé, de la Solidarité des personnes âgées sous Alpha, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Vous avez été secrétaire général de la présidence de la République sous ATT encore, et vous avez été finalement Premier ministre. Alors c'est vraiment impressionnant, M. Sidibé, si bien que beaucoup de gens se posent bien la question, alors pourquoi vous êtes finalement venu sur le terrain politique? Est-ce que ce n'était pas mieux pour vous et pour le Mali, en fait, de rester personne et ressources avec ces états de service irréprochables? Je vous remercie. Permettez-moi d'abord de saluer nos téléspectateurs, aussi de m'adresser à tous ceux qui nous écoutent pour leur souhaiter un excellent carême, que Dieu agrée nos prières, notre jeûne, et toutes les invocations que nous allons faire, les bénédictions pour notre pays qui a besoin de cohésion, qui a besoin de paix, qui a besoin de stabilité. Répondre à votre question de savoir si on vient sur le terrain politique, quand on occupe ces hautes fonctions, on est déjà sur un terrain politique. On assume des charges politiques. Il est vrai que durant une partie de ma jeunesse, j'ai milité dans des associations qui étaient des mouvements politiques. Mais à raison de mon statut après, j'ai été membre de différents gouvernements sans appartenir à quelque parti politique que ce soit, ni prendre part à quelle activité de parti politique que ce soit. Mais à la fin de ma mission, je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont donné, accordé leur confiance et qui m'ont permis de servir à des niveaux aussi élevés mon pays. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et saluer tous ceux qui m'y ont accompagné, en tant que collaborateur, simplement en tant que citoyen. Et donc, après la fin de ma mission de Premier ministre, c'est bien des Maliens qui ont décidé de me voir pour que, en raison de l'ouverture des campagnes qui arrivaient, que je puisse être candidat pour des motifs qui leur sont propres. Certains relèvent de ce que vous venez de rappeler, mais je leur ai dit à l'époque, et c'est ce qu'ils pensent. C'était surtout les jeunes, les femmes, et aussi beaucoup de personnalités. C'est ce qu'ils pensent. Mais que pense le pays? Est-ce que l'image qu'ils ont de moi, c'est la même image que le pays a de moi? Et que donc je ne répondrai qu'après avoir fait ce que j'ai appelé moi-même, peut-être abusivement, mais primaire. J'ai parcouru le pays. C'était une première de parcourir le pays en n'étant pas candidat, mais en n'étant plus dans les fonctions officielles. Et je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Pour aller discuter partout avec les hommes, les femmes, les notabilités de notre pays, leur dire, voilà aujourd'hui ce qu'on me demande. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et on a constaté qu'il y avait une certaine autorité. Mais dans tous les cas, qu'ils nous donnent des bénédictions pour que je puisse prendre une bonne décision pour mon pays. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Mais malgré ces périples-là, M. Sidibé, nous voyons qu'en 2013, vous avez été classé 4e avec 4,47%. Et en 2018, il y a carrément une grande chute. Vous êtes classé 11e avec 1,42% pour certains. Vous avez trop duré en fait au haut niveau de l'État, si bien que vous êtes tellement haut que vous ne connaissez pas finalement le Malien. Sinon, si vous connaissez bien le Malien, comment expliquez-vous ces scores, en tout cas peu honorables pour vous? Je ne sais pas. Je doute fort que vous puissiez utiliser le terme d'honorable. Ça, c'est de deux. Il faudrait peut-être que vous fassiez l'analyse de notre système électoral. Deuxièmement, je ne crois pas qu'on puisse dire que les Maliens soient distants. J'ai été avec les Maliens. Je suis ici dans vos propres studios. Un journaliste a eu à dire que si quelqu'un a parcouru le pays, est avec les gens partout, c'est bien Modibo Sidibé. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une distance. À moi de proposer, avec mes compagnons, mes idées, mes projets pour le Mali. Et justement, d'avoir tiré toutes les leçons, tous les enseignements de ce qu'a été ce parcours, pour voir dans quoi ou vers quoi notre pays doit s'engager. En quoi
devrons-nous l'aider pour aller dans cette direction? Et c'est ce qui m'a amené à être dans les élections présidentielles. Et vous savez qu'en 2013, à la suite du coup d'État 2012, moi, Modibo Sidibé, je n'avais pas de parti politique. C'était une plateforme de mouvement qui m'accompagnait. Les phares ont été créés début avril, alors que moi-même j'étais en clandestinité pour des raisons de sécurité pendant plus de 10 mois. Et nous avons été aux élections présidentielles avec à peine 4 mois d'existence en tant que parti. Et nous avons eu les scores que nous avons eu, avec tout ce qu'on sait par rapport à cela. Nous avons porté des plaintes, mais enfin, continuons. Et aux élections législatives qui ont suivi, toujours pas un an, mais 6 députés à l'Assemblée nationale. Et bien entendu, pendant tous les 5 ans qui se sont écoulés, nous avons fait le choix d'être dans l'opposition. Depuis avant les élections, nous avons indiqué que si le choix n'était pas nous, nous ne ferons pas comme beaucoup, aller rejoindre le gagnant. Nous allons être dans l'opposition. Accréditer l'idée qu'une démocratie, c'est une majorité et une opposition. Et que nous allons être dans une opposition constructive, critique. Et une construction pour une alternative aux prochaines échéances qui viendraient. Et qui est arrivée en 2018. Nous avons fait ce que nous avons eu à faire. Nous avons mené une campagne que moi j'appelle pétillante, qui a été une campagne de terrain. Vous n'avez jamais vu un grand meeting, mais une campagne de terrain. Sauf vers la clôture quand même de la campagne. Non, pas la clôture de la campagne. Je n'ai pas fait de meeting à la clôture de la campagne. Non, pas meeting, mais quand même ça arrive. Nous avons fait plutôt, en jouant sur les capacités, avec Africa et d'autres, nous avons eu une émission directe citoyenne, en direct, sur l'ensemble. Et on sait, les jours qui ont suivi cette émission-là, qui a été beaucoup suivie, et qui a touché des millions de téléspectateurs, un sondage, pour la première fois, nous donnait près de 21, un peu plus de 21% à mon choix de proche avec des autres candidats. Donc, je dis encore une fois que ce n'est pas ça la question de ce qui va être ramené. Ce que nous, on appelle la distribution des notes. Et on en parlera. Parce que la question du système électoral fait partie des réformes indispensables. Mais également le renouveau de la citoyenneté, le renouveau de la démocratie. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que tel, nous avions décidé de faire la politique autrement. Faire la politique autrement, ça veut dire quoi? C'est ramener la politique à ce qu'elle doit être et ne jamais quitter. Le servir, servir, servir. Et faire en sorte que ce soit des sujets nobles qu'on aborde. Une fois, vous savez, quelqu'un nous a dit, bon, vous, la façon dont vous faites la politique, peut-être que vous ne serez jamais élu, peut-être que nous ne serons jamais élus, mais nous aurons fait, avec conviction, ce que nous devons et ce que nous voulons pour notre pays, pour notre peuple. Mais à notre pays, à notre peuple de décider. Mais cela ne nous décourage pas pour autant de continuer dans cette voie. D'accord. Mais quelle explication vous-même vous avez pour en fait, votre score dernier à la présidentielle? Comment vous-même vous l'expliquez? Notre analyse a porté sur différents aspects. Nous avons mené une campagne différente. Ça, c'est le grand atout. Nous avons mené une campagne différente. Nous avons aussi fait en sorte que nous puissions toucher le maximum de Maliens à un maximum d'endroits. Maintenant, le reste, nous avons analysé ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé autour des centres de vote, ce qui s'est passé autour de la façon dont le processus de vote a été. Et aussi, nous n'avons pas toutes les capacités aussi pour couvrir tous les bureaux de vote de l'ensemble du territoire, etc. Nous ne sommes pas un parti d'une certaine taille, mais nous sommes un parti d'une taille moyenne qui a mené un combat, qui a été présent dans la campagne, qui a été présent avec ses idées, qui a été présent aux côtés des Maliennes et des Maliens et qui a vu vendre un certain nombre d'idées. Et c'est ça le problème. Et même quand c'est difficile, et ça a été difficile, même quand c'est difficile, il faut rester avec ces valeurs qu'on a choisies. Parce que c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a intérêt à les faire prévoir, à les conduire. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que les Maliens décideront, nous et nos compagnons, tant que ça nous sera possible, nous aurons à vendre une carte politique, un projet politique, des idées politiques qui tendent à changer radicalement le pays, non pas à soigner des plaies, mais à les guérir véritablement, à avoir des approches structurelles. C'est pourquoi nous sommes dans des visions de moyen et long terme, Mali Horizon 2030. Vous parliez tout de suite de 6 députés à un moment donné du parti au niveau de l'Assemblée. À cause de la transhumance politique aujourd'hui, personnellement, tous les chiffres que j'ai, je ne fais pas confiance. Alors je voudrais vraiment que vous-même, vous nous dites alors, que vos phares aujourd'hui comme poids politique en termes de députés, en termes d'élus communaux. Mais écoutez, nous restons parti parlementaire. Parce que sur les résultats publiés par la Cour constitutionnelle, nous avons 6 députés et 4 forces politiques législatives
à ce moment-là. Et c'est ça qui est la réalité parlementaire, en dehors des transfuges, des départs. Deuxièmement, ces 6 députés ne sont plus avec nous. Parce que justement, vous vous rappelez, notre parti est un parti de valeur. En 2013, à peine créé, notre parti a subi une crise très forte, qui était la crise de savoir si nous respectons nos engagements ou pas. Parce qu'à l'époque, on avait un engagement dans le cadre du FDR pour soutenir les candidats qui viendraient en deuxième lieu. L'ARD. Et l'URD. Et donc, oui, c'est pas l'ARD, l'ARD. Et donc, je pense que à ce moment-là, bien entendu, il y a eu des débats au sein de notre parti. Ceux qui pensaient que la politique, c'est ça. Venir voir la victoire ou c'est aller là-bas en violant ses engagements. Nous avons dit non, nous ne le ferons pas. Et heureusement, beaucoup de gens dans le parti ont été dans cette dimension. Le parti a failli complètement s'écrouler, alors même qu'elle n'avait même pas 6 mois. Mais nous avons tenu bon à faire valoir nos valeurs, à faire valoir nos engagements. Parce que nous avons pris une décision. Nous sommes un parti. Le chemin sera difficile. Mais nous ne voulons pas convaincre par l'argent. Nous voulons convaincre par les arguments, la force de nos arguments. Nous voulons être un parti qui tient ses engagements. Nous voulons être un parti qui ne court pas après les postes, mais qui s'engage dans le processus de transformation du pays, véritablement, même s'ils n'y sont pas, mais qui concourent à cela lorsque c'est effectivement ça porte sur le progrès du pays. Voilà ce que je peux vous dire. En termes d'élus locaux, nous avons à peu près 200 élus locaux, je pense à l'ensemble du territoire. D'accord, nous allons parler maintenant des conflits armés et de l'insécurité. Comme moi je l'avais évoqué au niveau de l'introduction, pendant plus de 20 ans, vous avez été au sommet de l'État. Et nous savons quand même que ces conflits, en fait, ne sont pas nés du néant. Ces conflits, en fait, étaient déjà en gestation depuis que vous-même, vous étiez déjà au pouvoir. Mais avant d'aller en profondeur, M. Sidibé, est-ce que pendant ces longues années où vous étiez vraiment dans le gouvernement, il y a eu des choses dans ces différents gouvernements, en fait, que vous reprochez à vous-même personnellement? Ce que je peux vous dire, nous avons géré dans mon secteur et de façon collective, comme nous pouvions le pays, en ayant en tout cas pour notre part uniquement comme guide l'intérêt général dans tout ce que nous avons eu à faire. Il est clair que parfois, on peut avoir des regrets. On peut penser pouvoir faire telle et telle chose, mais ne pas pouvoir le faire, l'atteindre. Peut-être des insuffisances, et il y en a toujours. Mais je peux vous dire que quel que soit ce qu'on peut penser aujourd'hui, il y a eu des progrès véritables, réels, qui ont été faits durant toutes ces années-là. Que je prenne dans le secteur de la santé, que j'ai eu à gérer. Dans d'autres secteurs, on peut voir l'éclosion des choses. On parle de l'école est en crise, c'est vrai. Elle doit être refondée. On parlera de ces questions de refondation, elle doit être refondée. Mais l'école, prenez le nombre de lycées jusqu'à 92 et prenez le nombre de lycées après. Prenez les comparaisons, les instituts de formation de maîtres, l'université, les infrastructures. Dans tous les domaines, il y a énormément de choses qui ont été faites. Était-ce suffisant? Je dis non. Ce n'était pas suffisant. Mais il y avait pire que suffisant en fait. Oui. Par exemple, si nous prenons l'école, oui. Comment donner les baccalauréats à des gens, à des élèves avec 8,50? Je ne sais pas ce que vous appelez donner des baccalauréats à des jeunes à des 8,50. Oui, il y a eu des gens qui ont eu leur baccalauréat avec 8,50. Il y a des commissions, des structures, systèmes qui gèrent cela. Nous, ce que nous recherchons, c'est comment la qualité peut être présente. Et c'est pour ça qu'en 2008, quand j'étais Premier ministre, nous avons tenu un forum national sur l'éducation. Et les recommandations, il y en avait 400 et quelques issues de ce forum. Moi-même, comme Premier ministre, j'ai présidé le comité intérieur de suivi, y compris avec les syndicats, sur l'ensemble de ces recommandations-là. Et on a vu comment ça a progressé. Maintenant, la qualité de l'école est un problème. J'ai dit une fois que si la question de l'école était uniquement infrastructurelle, il y a longtemps qu'on l'aurait résolu au Mali. Parce qu'on a montré notre capacité à construire des écoles, des classes, à les équiper tant faire se peut. Mais la question de l'éducation va beaucoup plus loin. Et c'est aux Maliens d'en discuter, d'en débattre, de ce qu'ils veulent comme projet d'éducation. Et c'est pour ça que ça doit être au cœur de tout ce que nous pouvons faire. La masse critique de tout développement, c'est l'éducation, principalement. Nous devons investir dans les ressources humaines. Et ça, c'est quelque chose dans lequel nous nous sommes engagés. Nous avons fait ce qui pouvait être fait. Et bien entendu, nous n'avons pas fait tout faire. Et nous avons considéré que, en prenant ce qu'on pouvait faire dans l'éducation, dans le cadre de la refondation de l'éducation, nous avions des propositions.
à discuter avec le monde enseignant, le monde scolaire, l'administration, mais également avec l'ensemble du peuple malien. Parce qu'on ne peut pas faire l'éducation sans eux. Il faut leur grande implication dans la question de l'éducation. Et la question de perte de repères, la question d'ambé, la question de valeur, doit traverser toutes les couches qui s'intéressent à l'éducation et pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir des ressources humaines de qualité. Je l'ai dit, je le répète, les ressources humaines compétitives, c'est vraiment là l'objet. Et investir dans l'éducation est un projet que moi j'ai de faire en sorte que radicalement on puisse avoir des ressources humaines. Je l'ai dit. En tout cas par rapport à... Je l'ai dit, il faut que le métier d'enseignant soit le métier le plus attractif. De toutes les façons, par rapport à la Troisième République, en tout cas l'éducation, c'est quand même le plus grand échec, quoi, carrément, M. Sidibé. Rien n'a marché depuis qu'il y a eu la Troisième République au niveau des écoles. Je suis désolé, vous ne pouvez pas affirmer ça, M. Robert. Je suis désolé. Moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être laisser les historiens faire leur travail. Parce que cette affirmation ne tient pas. En 91-92, il y avait un taux de scolarisation d'à peine 22 quelques %. Nous sommes en combien aujourd'hui? Est-ce que c'est la scolarisation qui compte? C'est le tout qui compte. Je suis désolé, c'est le tout qui compte. Vous dites que c'est un échec total, mais il y a des gens qui sont sortis de ces écoles-là. On connaît leur niveau aujourd'hui. Il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup d'échecs. Il faut reconstruire, il faut rebâtir. Mais dire que c'est le grand échec, je ne crois pas. Il y a eu des avancées, il y a eu des insuffisances, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, il y a des choses qu'on peut regretter, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, je ne suis pas d'accord. Pour revenir au conflit armé et à l'insécurité, plusieurs fois quand même vous avez salué la communauté internationale pour son soutien au Mali, pour nous avoir accompagnés durant tous ces temps. Mais quand même, ça fait plus de 5 ans que la communauté internationale est sur le sol malien, mais tout va de mal en pis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. La communauté internationale, nous l'avons, suite à la crise telle qu'elle a évolué. C'est vrai qu'elle n'a pas émergé du jour au lendemain, mais c'est une crise multidimensionnelle, pluridimensionnelle, avec sa gravité et sa complexité. Dans toute crise qui émerge, il y a 3 phases. Une phase de crête, une phase de stabilisation et une phase de normalisation. Dans la phase de crête, on sait ce qui s'est passé en 2012. On sait l'intervention qui a été faite par la France, à l'appel des autorités maliennes, pour stopper un ensemble d'opérations qui étaient en cours et permettre que le Mali puisse reprendre l'entièreté du contrôle sur son territoire. Et donc, ça s'est suivi avec l'aménagement. Avant l'aménagement, il y avait une mission qui était relevée de la CEDEAO et tout. Maintenant, je sais qu'on dit beaucoup de choses. Je l'ai dit et répété, quand ils viennent nous aider, on a trébuché. On n'est pas tombé, on est à genoux. La main qu'on nous tend, on ne doit pas prendre la main pour se lever. On doit s'appuyer là-dessus pour se lever. Et donc, pour nous, la question n'est pas d'accuser X et Y, certainement. Mais je le dis encore une fois, j'entends qu'effectivement, l'aménagement, ce n'est pas ci, le Barkhane, ce n'est pas ci, G5, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Alors, j'ai 2 autres choses à dire sur ce point précis. La question fondamentale, c'est quelles sont les missions des uns et des autres. L'autre question, que faisons-nous? Ils sont censés venir nous aider. Qu'on ait notre projet de redressement du pays. Qu'on le dise. C'est pour ça, de tout temps, nous n'avons pas dit que nous allons voter avec celui qui a gagné, que nous n'allons pas voter non plus pour celui qui a perdu, parce que la question fondamentale, c'est quel programme de redressement du Mali sur tous les plans, à commencer par le plan sécuritaire. Ne nous faisons pas d'illusions. Dire Barkhane, allez hop, MINUSMA hop, ne résout pas la question. La question, quelle est notre capacité de reconstruction de notre système de défense, de notre système de sécurité, de manière que dans l'horizon le plus proche possible, toute activité criminelle, tout irrédentisme, tout terrorisme trouve devant eux l'État du Mali, sa justice, sa police et son administration. Et donc j'arrive, et cette construction dépend de nous. Et c'est la solidité de cette construction, son évolution, qui va entraîner le dépérissement de la présence de forces étrangères sur notre territoire. Dans des discussions, dans une vision que notre gouvernement doit porter, appuyé par l'ensemble de la population, pour qu'on arrive à cela. Voilà pour moi ce que c'est. Et la communauté internationale, je l'ai dit, moi-même j'ai fait des tournées à Bruxelles, je l'ai dit, sur le soutien qui est apporté à l'armée dans le domaine de la formation. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Il faut que les uns et les autres comprennent que la sécurité est devenue un bien public. Et si c'est un service public, il faut qu'on puisse le financer presque comme les autres services publics. Mais le gros reposant sur nous-mêmes. Deuxièmement, qu'il était important
que les opérations de soutien, il n'y a pas que la formation, il y a l'équipement, il y a le soutien aux opérations. Donc ceci aussi doit faire partie de l'aide, le temps que le Mali puisse rehausser son bouclier pour être au diapason avec les gens de la sous-région. Donc il faut qu'ils comprennent ça, c'est un accompagnement. Mais si c'est un accompagnement, c'est nous qui sommes à la barre, c'est nous qui devons construire. Nous devons reprendre notre armée, reprendre notre système de défense et de sécurité. Quand nous on parle de refondation de l'État, c'est la refondation aussi de tous ceux qui sont les instruments éligibles de l'État. L'armée, la défense, la sécurité, la justice, l'administration, l'école, etc. Donc je crois que la question première se pose là, de savoir quel accompagnement avoir. Et à partir de quel moment nous pouvons dire nous serons dans les alliances stratégiques, non plus dans les coopérations que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est aux Maliens de travailler à ça. Mais est-ce que l'un des préalables de tout ça ne passe pas par ce que vous-même vous disiez tantôt, l'entièreté du contrôle sur toute l'étendue du territoire? Mais pourquoi jusqu'à présent notre armée ne peut pas aller par exemple à Kidal, selon vous? Écoutez, la question de Kidal, c'est la question de l'accord pour la paix. Les différents accords qui ont été signés dans ce cadre. Nous l'avons dit, que ce n'était pas la bonne démarche. Pas que nous pensons que nous sommes des va-t-en-guerre, non. C'est que c'est les Maliens, parce que le problème du Nord fait partie de la crise du Mali, fait partie du Mali en crise. Et donc la question du Nord devait être débattue, discutée par les Maliens, pour qu'ils apportent leurs solutions. Maintenant, il y a un accord pour la paix qui a été signé et qui a ses contraintes, etc. Et que nous avons dit à son temps que ce n'était pas ça. Mais comme notre gouvernement a signé, nous voyons qu'est-ce qu'on peut faire avec en tant que tel. C'est pour ça que nous avons dit mettre en œuvre tous les volets sécuritaires de l'accord. Mais pour le côté politique, allons vers un dialogue national de refondation. C'est ce dialogue national qui permettra l'appropriation que tout le monde réclame et un souffle politique à l'accord et qui pourrait permettre au Mali d'avoir l'entièreté de son territoire progressivement de façon solide. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on reprenne notre conception des choses. Il faut qu'on reprenne notre politique globale et générale et le caler sur notre géographie. Nous avons 1 200 km². Il faut le gérer, il faut le contrôler, il faut le surveiller. Donc notre système de défense doit complètement évoluer pour essayer d'intégrer tous les moyens possibles de contrôle, à la fois terrestre, à la fois aérienne, mais également par le plan satellitaire, avec tout ce qui nous sont proposés aujourd'hui en matière de technologie. Donc ça demande à ce qui soit pensé et ce qui soit construit. Et deuxièmement, nous devons comprendre que l'aménagement du territoire, de façon équilibrée, de façon équitable, surtout de façon prévisible, c'est la meilleure façon d'anticiper sur les conflits. C'est la meilleure façon de redistribuer de la solidarité sur l'ensemble du territoire et que chacun où il se trouve se sente partie prenante de la nation. C'est là que la nation se consolide et se construit. Donc nous devons avoir une politique globale de notre géographie, à la fois institutionnelle, sécuritaire, en termes d'aménagement du territoire, en termes de réponse avec des pôles régionaux de croissance et de développement. Ce travail peut se faire. Prenez la zone de Fagibine, prenez d'autres zones. C'est incroyable les potentialités, ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, prendre possession de ça, ce n'est pas la peine de dire je vais aller. Il faut que ce soit contrôlé et que ce soit établi. Pour nous, l'accord pour la paix va avoir un souffle politique dans le dialogue national de refondation qui permettra de se l'approprier, qui permettra de savoir un projet partagé, une ambition de décentralisation, qui éventuellement, un pacte de décentralisation progressive va pouvoir permettre de mettre en œuvre concurremment, disons en même temps que la création, la consolidation d'un État fort, d'un État stratège qui sera permettre de contrôler l'ensemble du territoire tout en permettant que les espaces territoriaux puissent émerger en tant autant de piliers pour se soutenir. En tout cas, toujours par rapport à la défense, n'y a-t-il pas, comme le pensent certains, une nécessité, mais vraiment d'ouvrir le partenariat militaire entre le Mali et d'autres pays comme la Russie, la Chine? Mais je crois que le Mali a déjà un peu de partenariat avec le Mali, disons avec la Chine, avec la Russie. Mais il faut faire en sorte que le gouvernement puisse avoir une politique de défense, une politique de coopération qui tienne compte de cela. On ne va pas chercher une coopération pour la chercher. On va la chercher parce qu'elle vient occuper une place, apporter quelque chose dans le système qu'on est en train de conduire. Et ça, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit un autre pays, qui peut apporter ça dans notre système de défense pensé, mais nous le prendrons là où il faut. Et notre armée qui souvent est vraiment surprise par des attaques, et cela n'est-il pas révélateur en tout cas d'un problème au niveau de l'armée? Vous
qui connaissez très bien le monde de la sécurité, qu'est-ce qui manque à notre armée? Quels sont les problèmes de notre armée selon vous, M. Sidibé? Écoutez, il va être difficile de faire le diagnostic de notre armée ici. De faire en sorte aussi que ce qui se passe pour le terrain, la première des choses que nous avions dit, il faut comprendre que la reconstruction de l'armée, pour nous, n'est même pas entamée pour être achevée. Parce que le point de départ, ce n'est pas ce qu'il faut. Chaque fois qu'on parle de l'équipement de l'armée, on nous brandit la loi d'orientation des programmations militaires. Mais ce n'est qu'un instrument. C'est comme quand vous parlez de l'éducation, on vous dit « Ah, il y a un budget de l'éducation ». Non, je suis désolé. C'est un ensemble qui concourt à mettre en place un dispositif. Donc pour nous, aujourd'hui, il faut changer radicalement la gouvernance au niveau de la défense. En termes de ressources, en termes opérationnels, en termes de recrutement, en termes d'équipement et de formation. Et il faut que nous comprenions que ça coûte cher. Il faut qu'on mette l'argent qu'il faut. Mais les Maliens sont prêts à mettre l'argent qu'il faut si la transparence s'y est. Si effectivement les ressources sont affectées à ça, nos éléments sont formés dans cette direction-là pour qu'éventuellement ils prennent. C'est pourquoi je dis c'est un programme de redressement dont nous avons besoin. Dans ce programme de redressement, il y a le redressement de nos systèmes de défense et de sécurité. Le travail qui doit être fait dans ce sens-là pour que les interopérabilités, pour que les dispositions sur le terrain, le maillage sécuritaire soit fait le plus ajustement possible et que les autonomies, les capacités d'intervention, les mobilités aéroterrestres soient conçues comme il faut. Notre pays est grand, il faut le concevoir de cette façon-ci. Ça va coûter cher, mais c'est ce qu'il faut. Un maillage proactif, un maillage qui fait, on l'a dit depuis des années, que nous sommes dans l'incertitude. Nos forces sont dans l'incertitude, nos populations sont dans l'incertitude. Il faut changer, inverser la tendance. Que ce soit les autres qui soient dans l'incertitude. Ça demande une autre façon d'agir. Ça demande aussi qu'avec l'amunissement et à Barkhane, nous soyons dans des interopérabilités qui soient de plus en plus en position non pas de défense totalement, mais aussi en position offensive ou semi-offensive. Ça, c'est absolument indispensable si nous voulons faire en sorte que marcher. Mais que personne ne se dise que ça va se résoudre en un coup de main. Ça ne se résoudra pas en un coup de main. Je salue la bravoure de nos forces armées de sécurité et de tout ce qu'ils font, etc. Mais c'est à nous de veiller à ce qu'il y ait un maillage adéquat, tactiquement et stratégiquement soutenu, financé entièrement pour nous. Il faut éviter les allées et venues, les va-et-vient. Il faut faire en sorte aussi que chaque opération soit montée de façon professionnelle, mais également avec discernement, je le répète, avec discernement et professionnalisme. C'est extrêmement important parce que si on ne fait pas attention, on va créer des problèmes aujourd'hui, soit des gens qui sont des solutions tactiques, mais qui vont se révéler stratégiquement désastreux pour le pays dans les années à venir. Donc il y a vraiment quelque chose à faire dans ce cadre-là, qui est de reconstruire, qui est de rebâtir, qui est de repartir suivant un schéma approprié, solide, et qui prendra la coopération là où elle sera efficiente pour le développement de nos systèmes de défense et de sécurité. En tout cas, de toute la façon, par rapport à toute cette crise multidimensionnelle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, tous les Maliens quand même s'accordent sur un point, en fait, de la nécessité d'un dialogue national. Et vous parlez d'un dialogue national et refondateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est réellement ce dialogue refondateur? Oui. Nous avons compris, nous, que ce qui a frappé notre pays, bien entendu, c'est un concours de facteurs dont certains remontent loin, mais qui tiennent aussi aux vulnérabilités intrinsèques de l'État, les insuffisances de l'État. Et que l'État, tel qu'il s'est développé, a atteint ses limites depuis quelques années. Et qu'il faut le revoir, il faut le refonder. Deuxièmement, nous avons constaté que même au niveau sociétal, il y a un dépérissement d'un certain nombre de valeurs qui nous sont indispensables. Et que quand on voit nos pratiques démocratiques, nos pratiques électorales dont je parlais tout à l'heure, on voit bien que la société est atteinte. Donc on ne peut pas faire de transformation si ce n'est pas structurel. Faire en sorte que tout change avec les acteurs eux-mêmes. Mais pour qu'un acteur change, la chance doit lui donner d'abord de participer à comprendre ce qu'il est devenu, pourquoi il est devenu, comment il veut s'en sortir, pour quel but et pour quel objectif. Donc voilà le fondement du... Nos fondements ont été atteints. Si nos fondements ont été atteints, on ne peut pas se contenter de réformettes. On ne peut pas se contenter de replâtrage, comme on est en train de le faire. Vous m'avez parlé du gouvernement tout à l'heure. Mais écoutez, nous sommes un Mali en crise, le pays est en crise. Et nous l'avons dit depuis octobre, il ne faut pas aller dans des gouvernements de ce type, large ouverture, etc.
Parce que ce n'est pas ça la réponse à la crise du Mali. Et donc, nous sommes d'accord que la crise du Mali, le Mali en crise, appelle un dialogue national de refondation pour que de la base jusqu'en haut, les Maliens puissent parler, dire comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, vers où ils veulent aller, comment ils veulent aller, quels sont les instruments à la fois institutionnels, éducatifs, sanitaires, etc., qui veulent se donner, même en termes de levier sociétal, pour bâtir un avenir meilleur demain après-demain. Y a-t-il des conditions pour pouvoir faire ces dialogues refondateurs? Écoutez, les dialogues refondateurs, il faut éviter de tout formater à l'avance. Parce qu'il faut laisser la possibilité aux acteurs de pouvoir inscrire aussi des questions qu'ils veulent débattre. Parce que on va parler de l'état du Mali en crise, de ce qu'est devenu le Mali. La façon dont les gens voient les choses, à la fois au niveau local, au niveau interlocal et au niveau régional, et après au niveau national. Donc il faut laisser cette faculté aux gens de parler. Il faut l'organiser. On peut l'organiser de mille et une manières. On peut partir des communes, on peut partir des villages, on peut partir des regroupements des communes. L'essentiel est que la plus grande part de Maliens puissent participer à ces discussions et à ces débats. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir avoir les réformes indispensables que nous pourrons continuer. Et ces réformes et ces modes de régulation sont propres à notre peuple parce qu'il l'a inventé ou il l'a validé. Voilà le sens du dialogue national de refondation. Pourquoi refondation? Parce que les fondations ont été touchées, parce qu'il faut aller en profondeur, parce qu'il faut aller jusqu'au bas du pays pour remonter. Et c'est pour ça que l'idée de refondation, de remettre en cause, de reconstruire, de se retrouver dans quelque chose que nous connaissons, dans l'état que nous connaissons. Écoutez, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est l'organisation de la société civile qui ont publié un livre blanc. Ils disent là-dedans que le Mali a besoin d'un nouveau contrat social entre l'État et la population. Comment le faire si ce n'est pas dans le débat et dans les discussions avec cette population? En tout cas, vous parlez de 12 à 18 mois quand même pour pouvoir arriver à finir ces dialogues refondateurs. Quand on regarde toute cette période que vous demandez, nous voyons déjà toute la minutie que vous voulez vraiment mettre dans la chose. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi de trop? Comment attendre pour tout ça? Comment attendre une année et demie? Et pendant ce temps, que peut-il se passer? Qui vous dit d'attendre? Je ne sais pas. Quand je vous écoute parler, on a l'impression qu'on va mettre tous les pays de tout le Mali sous des baobabs, quelque part en train de dialoguer pendant que le pays est là. Je suis désolé. D'accord. Ce n'est pas comme ça. OK. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons vu qu'il n'y a pas un schéma, il n'y a pas un processus de sortie de crise. Nous avons dit, bon, on va voir cela. Puisque le Mali est en crise, nous venons de finir des élections présidentielles. Le président, la majorité présidentielle, n'a pas un an, à peine 6 mois. Voilà les difficultés dans lesquelles nous sommes. Nous avons dit ce dont nous avons besoin, c'est vraiment un programme de redressement du Mali. C'est un agenda du Mali en termes de processus de sortie de crise, que les autres viendraient nous accompagner, mais qu'il est impératif. Les Maliens sont inquiets. Les Maliens sont dans l'incertitude. De quoi demain sera-t-il fait? Qu'adviendra de notre pays, de nos enfants? Qu'adviendra-t-il de l'école? Qu'adviendra-t-il de tel et tel? Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, vous ne pouvez pas circuler. L'économie rurale est en train de se déstructurer parce que la vie là-bas, c'est les forains, c'est les marchés dans les villages. Donc nous avons dit, si face à une telle situation, nous demandons au président de la République, parce que le dialogue national de refondation, ce n'est pas une conférence nationale souveraine, hein, ce n'est pas dire, venir, bon, tout ce qui est institution, on prend, on les met de côté. Non. On a dit, il a la légalité, il a une part de légitimité. Mais la légitimité fondamentale pour gérer l'ensemble de son mandat, c'est si lui se décide à faire l'histoire. Faire l'histoire, c'est quoi? C'est engager le Mali dans une voie de redressement, dans une voie de réforme majeure qui peut faire son avenir. C'est ça le problème. Tout le monde sait qu'en 5 ans, 3 ans, 2 ans, on ne va pas faire. Mais on va être dans une dynamique dont chaque Malien aura confiance que c'est en train de nous porter vers ce que nous voulons, de nous tirer du bas vers le haut. Et donc s'il dit ça à la nation malienne, nous on lui propose, on peut l'aménager, que le gouvernement convie une conférence des forces politiques et sociales. J'insiste, hein, une conférence des forces politiques et sociales qui pour nous doit donner un accord politique. Donc je dis bien un accord politique issu de la conférence libre des forces politiques et sociales, suivant le cadrage donné par le président de la République sur les grandes réformes et le dialogue national, mais pas un accord politique entre une majorité et 2 groupements dits de l'opposition, et qui finalement, dont tout le monde ne signe pas. Cet accord politique-là est un accord sur mesure.
Donc nous allons, j'arrive, je continue, et qui, avec le gouvernement qu'on a connu, tombe dans la démesure. Donc nous disons au contraire, cet accord politique, issu d'une conférence des forces politiques et sociales, il est inclusif. Il va mettre en place un diagnostic partagé. Deuxièmement, un processus de sortie de crise dans le dialogue national et un pacte de stabilité pour la sécurité, la croissance et le développement. Le pays est chaud, le pays est en ébullition. Il faut calmer, il faut apaiser. À la fois le front politique, le front de la gouvernance d'abord, le front politique, le front social, le front économique et le front sécuritaire, pour redonner un peu de confiance. Et en même temps, que le président mette en place une équipe de haut niveau pour organiser le dialogue national de refondation, qui peut être itératif. Donc prendre 2 mois, 3 mois, ensuite se dérouler sur 5 mois, 6 mois, en mettant en priorité les réformes politiques et institutionnelles. Pour commencer par là. Et mettre en place un gouvernement de mission restreint. Je dis bien un gouvernement de mission restreint, dont le premier signal en termes de celui qui va gérer le gouvernement et ceux qui sont dans le gouvernement envoie des signaux de crédibilité et de confiance. D'accord. Et j'arrive, et c'est ce gouvernement, pour vous dire que le pays ne va pas rester comme ça, qui va gérer l'État pendant cette période-là. Il va gérer l'État. Il va gérer, et en gérant l'État, il va le redresser, en attendant de le relégitimer. Il va gérer le pacte de stabilité qui est convenu avec les forces politiques et sociales, avec les syndicats, avec le front économique, avec le front sécuritaire, avec un maillage tenu, pour que le pays ait un certain peu de stabilité minimum, pour que les gens aient l'esprit à ce qui est le dialogue national. Et une fois que les premiers éléments orientation du dialogue national viendraient et entraient aux réformes institutionnelles, les experts désignés pourraient maintenant mettre ça en forme constitutionnelle, en forme de système électoral, pour qu'on aille vers un référendum qui sera géré par ce gouvernement de mission. En tout cas, et j'arrive, et finalement, cet accord politique va parler aussi du mandat des députés, de ce qu'il faut faire du mandat des députés. Et donc, que les prochaines élections législatives aient lieu, et qu'à partir de cela, suivant un mode électoral nouveau, débattu, et qui va renvoyer une assemblée au président de la République maintenant, de voir, en fonction de cette assemblée-là, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour continuer les réformes qu'il a entamées et continuer le mandat. Donc, vous dites 1 an, vous dites 12 mois, pour nous, dans certains calculs, c'est moins de ça. C'est moins de ça. Qu'est-ce que c'est que ce temps-là? Vous venez de perdre combien de mois? Beaucoup. Depuis l'élection du président, vous venez de faire combien de mois? Beaucoup. Beaucoup de mois. Alors pourquoi ne pas prendre 5-6 mois pour au moins avoir quelque chose qui sort véritablement d'un dialogue national de refondation? En premier lieu, j'insiste beaucoup, pendant qu'on continue sur le reste. Ça ne vaut rien dans l'état des machines. Mais en même temps, ça permet de remettre le pays dans une dynamique de confiance. Que les Maliens se sentent du tien. On a déjà quelque chose. On le voit venir. Ce qui est là déjà, prenons-le à bras le corps et continuons avec. Maintenant, on va parler du fond, de comment soigner nos plaies. Et c'est de ça qu'on va parler et mettre en œuvre aussi, et le surveiller dans les années qui viennent. Donc ça crée une dynamique environnementale, en termes politiques, en termes économiques et sociaux et sécuritaires, en termes de citoyenneté, qui permet effectivement au pays de pouvoir avancer vite dans les différentes reconstructions, y compris celle du système de défense et de sécurité. D'accord. Et cette équipe qui doit quand même conduire ces dialogues de refondation doit être constituée par des acteurs crédibles et consensuels. Où est-ce que vous allez les trouver au Mali? Vous savez, il y a quelque chose, il ne faut jamais désespérer du Mali et des Maliens. Je le dis toujours. Il ne faut jamais désespérer du Mali et des Maliens. Le dialogue national de refondation, le président de la République fait un premier cadrage. C'est le premier palier de la légitimité. Le second palier de la légitimité du dialogue national, c'est la conférence des forces politiques et sociales qui vont lui donner. Et l'équipe de haut niveau, c'est les gens dont la probité ne fait pas du doute, dont l'engagement pour le pays ne fait pas du doute, qui ne sont pas impliqués dans des choses. Mais c'est justement là ma question. Ils sont nombreux ces gens-là? Ils sont nombreux ces gens-là. Moi je vous le dis, il en existe. Ils sont nombreux, plus que vous ne croyez. D'accord. Plus que vous ne croyez. Parce qu'il le faut au niveau national, il le faut au niveau cercle, il le faut au niveau local aussi. Il y a des médiateurs, etc., qui sont dans ces niveaux. Donc je pense que ne jetons pas seulement les choses,
essayons de travailler, d'aller plus loin. Par exemple, les concertations que nous avons tenues. Nous avons discuté avec plus d'une quarantaine de partis politiques, de l'opposition, de la majorité, des groupements d'associations, de personnalités, des sociétés civiles. Mais je peux vous d'accord que pratiquement, presque tout le monde est d'accord sur un dialogue national de telle dimension. Et pour la première fois, dans la rencontre de synthèse, nous sommes allés loin dans la manière de l'aborder, dans la manière de le tenir, de ne pas avoir peur de la durée qui peut être contrôlée, étendue, de ne pas avoir peur des moyens qui doivent venir des Maliens, de ne pas avoir peur de la sécurité, parce qu'on dit même localement, la sécurité peut être gérée pour un tel objectif, etc. N'ayons pas peur de tout ça. Allons-y, faisons confiance aux Maliens qui parlent. Peut-être qu'aujourd'hui, des gens craignent qu'il y a un format de décentralisation qui puisse poser problème, mais ils seront surpris peut-être que les Maliens iront beaucoup plus loin, certainement, en ayant une vraie ambition de décentralisation pour notre pays. Tout le monde est convaincu que cela est absolument indispensable. La meilleure façon de le faire, de le partager, de l'ancrer, c'est justement que dans le champ national, nous pouvons en discuter, en débattre et dire maintenant, voilà ce que nous voulons. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas avoir crainte de tout ceci. Il ne faut pas avoir crainte de la durée. Et nous avons été chargés de transmettre avec un certain nombre de personnes au président de la République les conclusions et les recommandations de cette rencontre-là, qui demandent justement de renoncer à la façon dont l'avant-projet de constitution est enclenché, de n'entamer aucune réforme politique et institutionnelle qui ne vienne d'un dialogue national et fondateur, de vraiment travailler à ce que le Mali reprenne l'initiative. Le Mali est un agenda, un processus endogène de sortie de crise, et que tout le monde comprenne que c'est ça qui donne la solidité, c'est ça qui va permettre dans les années à venir que tout le monde sorte par le haut dans la crise du Mali, à commencer par le Mali lui-même, qui doit retrouver son rôle de stabilisation de notre sous-région, qui est absolument indispensable. Et en même temps, de faire comprendre qu'il faut que les réformes soient poursuivies dans ce cadre-là, qu'il y ait un suivi. Parce que le dialogue national, l'autre avantage, M. Robert, c'est que notre pays a besoin de fondamentaux infrastructurels, institutionnels, de fondamentaux économiques, éducatifs, sanitaires. Certains de ces fondamentaux, en raison de notre espace et de leur intérêt, demandent parfois plus qu'un mandat présidentiel, parfois plus que 2 mandats présidentiels. Et pourtant, pour la transformation véritable du Mali, pour le repositionnement du Mali comme pays qui compte, il est indispensable que ces réformes infrastructurelles fondamentales de base soient conduites. Et c'est pour ça qu'il faut que nous gérons le temps des politiques pour qu'il revienne le temps du Mali dans le dialogue national, ce qu'on aura arrêté pour ces infrastructures indispensables que le Mali devra avoir dans les années à venir, et bien fera l'objet d'un cadrage qui s'imposera à tous les gouvernements qui viennent, et les premières ressources du pays seront consacrées à cela sous une surveillance citoyenne et de l'Assemblée qui va veiller à chaque année que les budgets tiennent compte de ce que les Maliens ont voulu en termes de construction. Si on ne fait pas ça, c'est le va-et-vient continuel. C'est des années qui passent sans que rien ne change. Justement, aller sur le terrain. Beaucoup de gens vous disent ça. Les années passent sans que rien ne change. Et pourtant, maintenant, il faut que ça change. Et le dialogue national de refondation a cette autre vertu, en discutant de ces infrastructures, en discutant d'un schéma d'aménagement du territoire consensuel, prévisible, permet de redonner un autre sens à l'avenir de notre pays, permet que l'ensemble des éléments stratégiques soient connus, soient transparents, pour permettre à tous ceux qui sont maliens, où qu'ils soient, en termes de pôle de croissance économique et régionale, en termes d'investissement stratégique, puisse se faire. Et appuyé par un État stratégique, cela peut se faire de façon accrue. Donc voilà, et on ne voit pas tout ça dans le dialogue national. Mais cette approche structurelle, le dialogue national de votre fondation le permet. N'évitons, mon ami, évitons d'avoir un dialogue spectacle, qui sera du gâchis, qui prendra de l'argent, mais qui ne réglera rien. D'accord. Nous allons maintenant parler de l'accord politique, M. Sidibé. Vous étiez quand même pressenti pour beaucoup comme le Premier ministre cette fois-ci. D'ailleurs, un de nos confrères disait ceci: de tous les potentiels candidats au poste de Premier ministre, Modibo Sidibé est celui qui répond le plus aux critères consensuels et recherchés par les acteurs de la scène politique. D'abord, sa proximité avec ATT et Alpha Maro Konaré, tous consultés, le respect et l'estime dont il bénéficie auprès de tous, sa réputation de gros bosseur jamais démenti. Modibo Sidibé est bien parti pour occuper à nouveau le fauteuil de Premier ministre consensuel, et finalement Modibo Sidibé n'est allé nulle part. Alors, que s'est-il passé?
D'abord, je vous remercie. Je remercie tous ceux-ci qui pensent, qui espèrent cela de moi. J'en suis honoré. Mais la question fondamentale n'est pas là. La question, c'est une construction, c'est une équipe qui construit, c'est une équipe qui bâtit. Et donc, le problème fondamental, ce n'est pas X, Y, ici, Z là. Quand vous parlez, par exemple, du départ du Premier ministre, mais le départ du Premier ministre, pour nous, c'est dans un système. Nous avons pensé, puisque ça a été contraint, le président l'a fait, qu'il saisisse l'occasion, justement, pour relancer véritablement son mandat. C'est ce que nous aurons voulu. Et c'est pour ça que nous nous proposions ce schéma-là, que je viens de vous indiquer, qui allait permettre effectivement de mettre le pays dans un processus. Le pays a besoin d'un processus. Donc il faut ce schéma-là forcément pour que je vous, ne dis pas vous que acceptiez d'aller avec... Non. Pour accepter, il faut être consulté. Je n'ai pas été consulté, ce n'est pas ça la question. Ce que je veux dire, que ce n'est pas forcément ce schéma. Je l'ai dit, expliqué. Et nous l'avons dit, nous avons discuté avec beaucoup de gens, qui ont même enrichi certains des aspects. Ce n'est pas un schéma. Le schéma, c'est un schéma qui peut être pris, pourvu qu'on ait un processus de sortie de crise. Les Maliens sont inquiets, les Maliens sont dans l'incertitude, il faut le comprendre. De quoi demain est fait? On ne sait pas. Vers où on va? On ne sait pas. Gouverner, c'est donner un cap, c'est donner les orientations, c'est parler en son peuple, c'est être capable de faire le timonier, surtout lorsque la tempête est là. Donc c'est ça que nous attendions et que nous voulons que l'occasion du changement de Premier ministre offre le terreau nécessaire pour aller dans cette direction-là. Donc je remercie tous ceux qui pensent cela de moi. Je vous demande de le mettre en rapport avec ce que vous pensez tout à l'heure des questions électorales. Et peut-être que plus tard, ce sera possible pour le Mali, pour beaucoup d'autres gens qui ne sont pas Modibo Sidibé, mais qui ont le Mali chevillé au corps, qui veulent faire le Mali, qui veulent penser le Mali. Parce qu'il est vraiment temps qu'on pense le Mali pour le changer. Oui, mais justement, pour beaucoup de ces gens-là, encore, pour ne pas revenir sur la même question, pour beaucoup de gens, si vous n'étiez pas candidat, si vous n'aviez pas fait un parti politique, la parole de Modibo Sidibé aujourd'hui allait être quand même assez bien écoutée. Et pour eux, c'est vraiment un gâchis pour vous et pour la nation malienne. Je ne crois pas que ce soit un gâchis. Parce qu'être dans la politique, avoir un projet, proposer, discuter avec les gens, parcourir le pays, ce n'est pas inutile pour le pays. C'est des propositions, c'est des suggestions, c'est des commentaires. Que Modibo Sidibé soit écouté, très bien, je peux être écouté. On peut servir son pays de 10 000 et une manières. Que je sois dans le politique, que je ne sois pas dans les politiques, il faut être convaincu d'une chose. Il faut être convaincu d'une chose. Je ne peux que travailler pour le Mali. J'ai une voie bien tracée pour le Mali, rien que pour le Mali. C'est ça qui m'intéresse moi, entre dans le politique ou pas. Le politique, être dans le champ politique, c'est aller chercher les moyens de faire bousculer cela. Ou faire dans le champ politique qu'on puisse parler des idées que vous émettez. Que finalement ça puisse faire se propager et peut-être devenir ce qu'il y a. Bon, quelqu'un a dit que peut-être que le dialogue national des phares a contaminé le reste, mais tant mieux s'il y a autant de contamination qui puisse permettre à notre pays de prendre son envol. Mais finalement, phare n'est-il pas un parti finalement isolé? On ne sait plus phare de quelle opposition, phare de quelle mouvance. Finalement, nous sommes tous perdus, M. Sidibé. Oh là là, ne soyez pas perdus. S'il y a un parti ou il y a un groupement, que trois choses qualifient. La cohésion, la consistance des propositions, la constance. Vous trouvez les phares. Aujourd'hui, moi, je m'étonne. Quand on parle d'opposition, on dit FSD. FSD est dans l'opposition depuis quand? Depuis quand? FSD est créé autour du challenger qui était celui le candidat de l'URD. Et certains sont là-dedans qui ne sont pas de l'opposition, ce que moi je sache. Et de toute façon, il y en a qui viennent de rejoindre. Nous sommes dans l'opposition par choix politique pour renforcer la démocratie, pour faire comprendre qu'on peut faire la politique autrement. Cela prendra du temps. Mais nous sommes convaincus que c'est ça qui va prévaloir. Et nous espérons que le dialogue national va amener des champs de cette nature. Les phares sont dans l'opposition, républicaine et démocratique, c'est clair, c'est connu. Maintenant qu'on ne veut pas parler des phares, ça c'est une autre chose. Mais c'est clair et c'est connu, et l'opposition ne se réduit pas à ça. Et je rappelle que le chef de file de l'opposition, comme la loi lui dit, est le porte-parole de l'opposition. Donc quand il s'exprime publiquement, il doit s'assurer qu'il est en train de parler au nom de toute l'opposition ou qu'il cite l'opposition au nom de laquelle il est en train de parler.
Ça, c'est très important. Est-ce que selon vous, il a toujours parlé exactement comme ça? Je ne crois pas. Mais la question n'est pas là. Mais le positionnement des phares, il est très clair. Nous sommes dans cette direction, nous sommes dans une proposition. Et vous verrez là-dedans que ce que je viens de vous proposer, c'est les Maliens dans les débats qui vont les remplir. Vous n'avez pas vu là-dedans le projet politique des phares. C'est les Maliens qui vont remplir. Et dans ce débat, les phares ou ceux qui se réclament des phares pourront amener leur projet comme les autres, pour qu'il y ait une construction malienne, il y a une construction endogène. C'est ça qui nous importe. La question maintenant, nous avons lancé un pacte malien pour la refondation, pour être sûr qu'on peut démarcher par ça, pour être sûr de rassembler. Qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, la seule idéologie qui compte pour nous, que veut-on pour le Mali? Comment sortir le Mali de cette situation? Comment faire que le Mali puisse prendre son envol? Parce que pour moi, ce n'est pas simplement sortir de la crise, mais c'est de créer les conditions pour que le Mali puisse prendre son envol. Le pacte malien de refondation regroupe tout le monde, tous ceux qui pensent effectivement que cette voie de sortie de crise, qu'est la refondation, est la voie la plus sûre, la plus solide pour le Mali, et elle est réalisable et elle est faisable, et qu'il est temps qu'on s'y attelle. D'accord. Et en tout cas, nous allons parler maintenant des premiers ministres. On dit que Ibeka a connu 6 premiers ministres en 6 ans. Alors ça m'a interpellé personnellement. J'ai dû faire quelques recherches et j'ai vu que ce poste-là, quand même, M. Sidibé, pose quand même énormément de problèmes au Mali, parce que ce poste-là a été aboli, par exemple, de 1965 à 1968. On n'avait même pas de premier ministre. Du 18 septembre 1969 au 6 juin 1986. Du 6 juin 1988 au 2 avril 1991, on n'en avait pas. Alpha Omar Konaré en 10 ans en a connu 5. ATT en 9 ans et demi en a connu 4. Du 17 avril 2012 au 5 septembre 2013, on a connu 2 premiers ministres. Finalement, on a quel problème avec les premiers ministres? Parce que vous êtes le 3e recordman quand même, après Ibeka, Modibo Keïta président même, parce qu'il a été son propre premier ministre de 1960 à 1965, et vous pendant 4 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les premiers ministres au Mali, M. Sidibé? Écoutez, de toutes les façons, pour les présidents de gouvernement, parce que Modibo Keïta n'était pas appelé Premier ministre, il était président du gouvernement, comme d'autres chefs d'État qui l'ont suivi, qui étaient appelés président du gouvernement. D'accord. Maintenant, avec, comment ça s'appelle, la Troisième République, on a eu des premiers ministres. Je dois dire que la consommation qui en est faite durant ces 6 dernières années, c'est quand même ébranlant, parce qu'on a pratiquement 6 premiers ministres en moins de 6 ans. Faites le calcul. Oui. En moins de 6 ans. Oui, mais est-ce que cela n'est pas seulement les premiers ministres à toute cette crise-là aussi? Non, ce n'est pas congestif à la crise. Par exemple, quand on prend les cas ATT, M. Sidibé, excusez-moi, quand on prend les cas ATT, quand même il y avait une grande stabilité quand ATT était au pouvoir. Quel besoin d'avoir jusqu'à 4 premiers ministres? Si ATT peut avoir 4 premiers ministres en 9 ans et demi, pendant que le pays était vraiment stable, comment ne pas comprendre que Ibeka n'est pas 6 premiers ministres dans un climat mais aussi chaud que ça? C'est le contraire. Okay. C'est quand on est dans la crise qu'il faut chercher la stabilité institutionnelle. Et ça commence d'abord par le bon choix des premiers ministres, des bons programmes des premiers ministres. C'est ça justement, je suis désolé. C'est quand il y a ça. Mais on vous veut comme Premier ministre et vous n'êtes pas d'accord, M. Sidibé? Ce n'est pas question qu'on veut comme Premier ministre. Ne focalisez pas sur le débat sur ma personne. Okay. Je crois que j'ai donné à mon pays. Je suis capable de donner à mon pays, mais sur une base, sur un socle clair et net. Nous ne voulons pas de l'union à tout prix. Une union qui finit par casser la nation. On ne veut pas de ça. Et donc maintenant, pour ce qui est des premiers ministres, c'est un programme, c'est une stabilité. La stabilité institutionnelle est pleine. Moi, je prends mon cas. J'ai été pendant 5 ans ministre de la Santé. Ça apporte la stabilité institutionnelle. Le président Konaré était salué à cet égard-là. Ça apporte la stabilité. On voit le fruit dans les socles, les fondements de ce qu'a été notre système de santé et de solidarité. Au niveau des affaires étrangères, la stabilité est importante. C'est justement qu'en période de crise qu'il faut bien choisir, soutenir, encadrer, conduire, laisser agir pour qu'on puisse effectivement sortir de la crise. Il n'y a pas que le Premier ministre. Tous les postes qui sont des postes essentiels en période de crise, la défense, la sécurité, la justice, et d'autres postes encore sont à leur 5e, 6e, peut-être d'autres ministres. Est-ce que cette instabilité-là est productrice? Elle n'est pas productive. Parce que, je reviens au dialogue national, parce que l'un des aspects de nos pays, c'est cette histoire de rupture, de discontinuité. Et donc, plus c'est instable, plus c'est discontinu, moins ça construit.
Et donc, par conséquent, il faut revenir à ça, qu'il y ait de la stabilité dans les choix, dans la conduite. Et quand il y a un programme, la stabilité est là, on peut soutenir. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons besoin, puisque vous ramenez constamment, nous avons besoin que le chemin que nous proposons, qui peut être amélioré, qui peut être transposé, l'essentiel étant que l'esprit qui l'habite soit là pour la sortie des crises. Ça veut dire que c'est un gouvernement de mission. Les Maliens ont besoin aujourd'hui de crédibilité. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, un gouvernement qui n'est pas issu d'une conférence des forces politiques et sociales, mais qui a été sur la base d'un accord discuté avec deux groupements et le Premier ministre. Donc c'est un accord qui n'est pas, pour moi, qui n'a pas une certaine légitimité. Et qui ensuite donne un gouvernement de cette taille-là. Je dis non, ce n'est pas un gouvernement de mission. On est dans la démission, on est loin de la mission. Je dis encore une fois, et introduire de la stabilité, c'est important. C'est pour ça que nous, quand nous mission restreinte, il faut peut-être une vingtaine, maximum 22 ministres. N'allons pas au-delà. Il faut que nos découpages administratifs, ministériels, je veux dire, soient le plus stables aussi. Parce que tout ça, on ne met de rien, ça coûte cher. Ça amène des ruptures de programme. Ça amène des temps d'habilitation et des temps, disons, de mieux comprendre. Et quand on commence à en comprendre, hop, on est déjà parti. Sorti du gouvernement ou aller faire autre chose. On ne peut pas faire de résultats avec ça. D'accord. Monsieur Sidibé, vous parlez beaucoup de l'école quand même, hein, et nous nous acheminons pratiquement vers une année blanche. Hein. Est-ce qu'il est possible encore de sauver cette année scolaire-là? Je l'espère. J'espère. Faut-il espérer ou proposer des choses? Mais j'espère fortement, parce que le dialogue, les discussions doivent permettre de déboucher sur quelque chose. Je vois que tout le monde se mobilise au chevet de l'école, et j'espère qu'on pourrait arriver à ce qui est un minimum pour permettre d'aller, d'éviter l'année blanche, mais en même temps qu'on soit sûr que les véritables problèmes vont être débattus, discutés pour trouver des solutions. Je le dis encore une fois, on a fait ce qu'on a fait, moi je ne reviendrai pas là-dessus, mais je sais que la question des ressources humaines est une question qui est fondamentale. Et tout dépend de cela. Et tout tourne autour de cela. Et donc, par conséquent, il est important pour nous qu'on arrive à penser quelques plaies, sauf maintenant à avoir l'assurance, avec les syndicats et avec le gouvernement, qu'on va entrer dans un processus de refondation de notre éducation. On a besoin de ça. Et ça aussi, dialogue national de refondation, qui peut être une des thématiques qui peut porter sur ça. Donc je veux dire que quand on dit processus de sortie de crise, et que le pierre angulaire de ce processus, le cœur de ce processus, c'est le dialogue national de refondation. Et qui est au cœur du dialogue national de refondation? C'est les citoyens maliens. Revenons aux citoyens. C'est à eux de décider. Ils savent proposer. Il faut discuter avec les Maliens partout où ils sont. Ils ont des propositions. Ils ont des suggestions. Et ils veulent en être. Faisons en sorte qu'ils en soient. Et c'est là qu'on verra que véritablement les choses vont changer. Qu'on aura des moteurs qui pourraient permettre au Mali de bouger. N'ayons pas peur de cela. Osons pour le Mali. Pour reprendre quelque chose qu'on entend dans le milieu scolaire. Osons pour le Mali. D'accord. Et enfin, M. Sidibé, je voudrais quand même qu'on parle un peu de l'autorité, de l'État, qui est quand même en mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Il y a un faisceau d'explications, je l'ai dit. Dans la crise que nous vivons, l'État est une des causes, peut-être la cause principale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que la population veut qu'on rétisse un nouveau contrat social entre l'État et les populations et les peuples. Aller à l'intérieur, partout. C'est un degré moindre, mais partout, c'est crucial. Les gens, il y a un besoin d'État, d'un État efficace, d'un État présent, d'un État protecteur, mais également d'un État qui sait faire jouer et faire délivrer les services sociaux de base. Et c'est là que les jonctions avec la décentralisation est extrêmement importante et qu'on doit faire. Donc ce besoin d'État est là. Il faut répondre à ce besoin d'État. Et c'est seulement en répondant à cela, c'est seulement en ayant l'exemplarité et la redevabilité qu'on pourrait recréer la confiance au niveau de la base qui est indispensable pour que le nouvel État puisse véritablement s'installer et devenir la chose de tout le monde. Et cette reconstruction, il faut l'entamer. Il faut redresser l'État. Dans les frustrations que nous voyons, dans une partie de Mopti, dans une partie de la région de Ségou, dans les régions du Nord, beaucoup de frustrations viennent de la façon dont l'État a fonctionné à certains moments. Cela, il faut en avoir conscience, il faut y mettre fin.
il faut comprendre aussi que l'État doit être stratégique pour porter les transformations structurelles dont le pays a besoin. Dans le pays, dans les zones dont je viens de vous parler, la question du cheptel, la question du pastoralisme, la question de l'agriculture, les mares qui sont comblées, etc. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites dont l'État doit prendre le lead. Et quelle conduite demanderiez-vous aux Maliens en cette période de crise multidimensionnelle? Écoutez, les Maliens, ce qu'on peut leur demander, c'est que nous revenions à nous-mêmes, que nous commençons à reprendre confiance en nous. Et qu'ils sachent que maintenant, ou plus tard, le dialogue national de refondation se fera. Et c'est eux qui seront au cœur de ce dialogue national. C'est eux qui seront au cœur de la reconstruction du Mali. Et ça, c'est inévitable. Et votre dernier mot, M. Sidibé? Mais je le dis encore une fois, ayons confiance. Ayons confiance. Les Maliens doivent avoir confiance en eux-mêmes. Ils doivent ramener, recréer de la confiance pour que les institutions puissent fonctionner comme cela, pour que la gouvernance puisse changer. Il m'est arrivé de dire qu'il faut un choc de gouvernance. La gouvernance telle qu'elle s'est développée ces dernières années, c'est inacceptable. Ne fait pas l'avenir du Mali. Ne fait pas le lendemain du Mali. Et donc il est bon que les Maliens sachent et travaillent et se mobilisent pour que le dialogue national se fasse. Parce que c'est leur chose. C'est de là qu'ils vont partir pour rebâtir leur pays, pour être présents dans leur pays, notamment la jeunesse et les femmes, etc., pour être présents dans la construction du pays. Voilà le dernier mot que je peux dire en disant encore une fois de nos volontés communes pourrait bien sortir un Mali qui surprendrait beaucoup de gens. Merci, M. Sidibé. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission politique d'Africable Télévision qui recevait ce soir M. Modibo Sidibé, ancien Premier ministre du Mali, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare en Kabylie. Avec lui, nous abordions les questions relatives à la vie du parti phare, le dialogue national, les conflits armés et l'insécurité, et enfin l'accord politique. Nous avons aussi parlé de l'école et de l'autorité de l'État. Mesdames, Messieurs, ceci met fin à cette émission de ce soir. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.